Bonjour et bienvenue sur TFJ pour l'émission Entrepreneur, une émission, vous le savez, on reçoit chaque semaine des gens qui ont eu, des hommes, des femmes, qui ont eu à un moment donné dans leur carrière la folie d'entreprendre. Et là, j'avoue que j'ai énormément, je me suis fait plaisir aujourd'hui et je reçois un ami, mais vous voyez quand même sur le plateau, Philippe Benassin, qui est président du groupe Interparfums. Alors, on va pas parler d'Interparfums, mais on peut pas ne pas parler d'Interparfums pour démarrer sur vous. Alors, Interparfums, alors je me trompe peut-être sur les chiffres, vous me corrigerez, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, 200 millions absolument. 16 millions d'euros en 2005 de résultats à peu près. C'est juste aussi. Alors 330 millions d'euros de capitalisation boursière. Ouais, même 380. 380, donc mes données sont fausses. Et je crois que vous avez fait plus 16% depuis le début de l'année déjà. C'est vrai, on n'avait pas fait une trop bonne année l'an dernier, donc on a rattrapé ce qu'on n'avait pas pris. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui connaissent pas, il y en a peu, mais on va parler quand même quelques secondes de votre groupe, c'est que Interparfums, en plus d'être un groupe qui est une success story, on va en parler, est un chouchou en bourse, je peux le dire, je viens de la bourse. C'est une société qui est très aimée par les investisseurs. Hein, vous êtes un peu... C'est vrai qu'on est bien aimé. Vous êtes bien aimé par les investisseurs, vous êtes partie de ce groupe. Non, mais on est bien aimé parce que je pense qu'on communique juste. Qu'on raconte les choses telles qu'elles sont et que c'est ni côté court ni côté jardin et les choses sont dites telles qu'elles sont vraies et elles sont bien ressenties. Donc comme elles sont bien ressenties, que les analystes nous font confiance et que le marché nous fait confiance, forcément il y a une petite cote d'amour complémentaire. Et vous êtes devenu presque une institution en bourse parce qu'on avait reçu ici des jeunes entrepreneurs qui ont introduit un petit groupe qui s'appelle Parfum d'Image et pour eux la référence c'était vous avec Interparfums. C'est pas mal. Je pense que c'est bien, c'est sympa. Mais en plus, Parfum d'Image, je crois qu'ils sont plus récents. Ils doivent avoir 4 ou 5 ans d'existence. Exactement, ouais. Alors que nous, on en a 20, donc forcément... Ah, pour eux, vous êtes la référence et leur objectif, vous en savez très bien. C'est sympa, mais il y a plein d'autres références mieux que nous. Hein, y a pas... Soyez pas modeste. Alors, quand je dis tous ces chiffres-là, 200 millions, 16 millions, 330 millions, vous dites quoi? Enfin, quand je suis en train de parler, vous dites, vous réalisez, vous dites bon... Non, mais de toute façon, après un moment, les chiffres sont pas très importants en soi. Ce qui est important dans les chiffres, c'est la possibilité de construire et de continuer à se développer. Et le fait d'avoir 380 ou 400 millions d'euros de capi, c'est pas pour les 400 millions en soi, c'est pour se dire qu'on peut relever donc 40 ou 50 millions d'euros assez facilement et que si on a une affaire qui permet de se développer, d'aller plus loin, on peut la faire. Je pense que c'est plus un potentiel. Mais il n'y a pas des moments où vous dites, tiens, c'est quand même incroyable, quoi. Ça a été une aventure, c'est une aventure. 2-3 minutes par an. 2-3 minutes par an, c'est tout. Pas plus. Par rapport aux heures où vous faites du souci en disant, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas mal, c'est vrai qu'on a démarré avec pas grand-chose, donc c'est quand même bien. Mais vraiment, c'est comme ça un flash de quelques secondes parfois. Philippe, je vais vous demander de faire un petit exercice qu'on demande à nos invités de faire, c'est de se présenter. Puisque généralement, j'aime bien que les gens se présentent eux-mêmes, c'est toujours assez intéressant. Alors, âge, background, d'où vous venez. Oui, c'est assez facile. Donc, j'ai 47 ans, je suis né en 59. Le background, il est simple puisque j'ai fait l'ESSEC, j'en suis sorti en 83. Et j'ai créé, donc, avec mon associé actuel, Jean Madard, Interparfums depuis 83. Et on n'a fait que ça. Donc, sur les 25 dernières années. Alors, l'activité a été un petit peu différente au fur et à mesure. Puisque de 83 à 90, on a une période grand public de produits de parfumerie qui se sont développés sur plutôt les marchés émergents dont on parlait. Et après 90, on a commencé à constituer un portefeuille de marques de luxe où on a pu donc avoir Burberry d'abord, Esté Dupont ensuite. Ça, c'était un tournant pour vous, c'était un tournant des années 90. En fait, c'était un tournant en 93 Burberry, mais ça s'est avéré être un tournant plutôt vers 97-18, après 3-4 ans de travail où on a vu le potentiel que la marque avait et là où on pouvait aller avec. Vous avez eu du nez, comme on dit dans votre métier? On a eu du nez sur la marque, mais je pense que les choses se sont bien mises en place, puis probablement qu'elle avait été mal travaillée auparavant et qu'elle méritait mieux. Donc on l'a trouvée dans un état plutôt faible et on est arrivé à remonter assez rapidement, somme toute, en 5 ans. Alors, il y a plusieurs choses qui sont passionnantes, on va venir tout de suite sur votre parcours. C'est d'abord, il y a une histoire d'homme à l'origine, vous allez nous en parler, une histoire d'association. Oui. Il y a aussi le fait de démarrer comme ça en sortant de l'école, c'est quand même assez rare. Et puis il y a un caractère assez particulier du groupe, on va peut-être commencer par ça, qui est ce caractère un peu franco-américain. Vous avez toujours eu un pied dans les deux pays. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait Jean Madard, donc mon associé, la personne avec qui vous avez créé le groupe, avec qui j'ai créé le groupe à l'origine, et qui est toujours d'ailleurs mon associé. On a les deux à peu près 30%, un peu moins que 30% chacun
du groupe, avait envie de s'installer aux États-Unis et ça matchait bien à l'époque, ça se passait bien puisqu'on avait un marché important aux États-Unis. Donc il est parti s'installer en 85 et il a créé Interparfums Inc., qui est d'ailleurs la mère d'Interparfums. Donc en fait, on consolide nos comptes dans Interparfums Inc. aux États-Unis. Et il est arrivé à rentrer en bourse Interparfums Inc. en 88. Donc il y a eu une success story importante de l'affaire américaine à partir des années 85. Alors que vous êtes introduit en France. Alors que nous, on s'est introduit en 94 en France, donc une dizaine d'années après. Un peu moins, 7-8 ans après. Juste pour résumer, donc création ensemble, puis lui décide de partir aux États-Unis très vite finalement. Très vite, 2 ans après. Ça n'a pas déstabilisé le groupe ? Vous, ça vous a déstabilisé ? Non, ça n'a pas déstabilisé parce qu'en fait, ici, peut-être 2-3 mois où chacun a dû trouver ses marques, mais après, assez rapidement, chacun a trouvé ses marques. Il a pu développer l'affaire aux États-Unis et au bout d'un an, l'affaire est partie d'ailleurs très vite aux États-Unis à partir de 86-87. Et le fait d'avoir un peu cette double vision, parce que ce qu'on va rappeler, c'est que le groupe est très présent à l'international. Vous avez fait le pari très tôt des pays émergents. Les pays émergents, on en parle beaucoup, mais vous avez agi... Depuis le tout début, depuis 85. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... En fait, c'était assez simple, c'est que les marchés de parfumerie sont beaucoup plus faciles à conquérir à 3 heures de Boeing de Paris qu'à 1 heure. Donc il faut aller un peu plus loin, il faut aller... Mais comment vous l'avez senti, ça ? Qui vous l'a dit ? Vous sortez de l'école. Non, mais en sortant de l'école... pas ça ? Non, mais en sortant de l'école, je ne savais rien sur la parfumerie, je ne savais même pas ce que c'était que l'olfaction. Mais en essayant de comprendre, au bout de 2 ans, on comprend quand même les choses, on parle avec ses concurrents, on parle avec ses fournisseurs, on essaie de contacter des distributeurs. Et en fait, quand on va loin à l'étranger, qu'on est français, on est tout le temps bien accueilli. Donc à la limite, c'est plus facile. C'est le contraire de l'image qu'on a. Ouais, c'est le Parce contraire. que l'image qu'on a, c'est qu'il ne faut pas bouger. C'est difficile. Mais en revanche, en bougeant, en allant loin, en appelant, en envoyant à l'époque, c'est des téléx ou des fax. Les gens vous reçoivent très volontiers et en 1 heure ou 2 heures qu'ils peuvent vous accorder, vous arrivez à grappiller un nombre d'informations très importantes qui vous permet de rebondir. C'est toujours vrai, ça ? Ou est-ce je trouve que c'est assez vrai. Aujourd'hui, vous l'avez fait, vous dites en 85, vous êtes allé en Russie dans le début des années 90 ? Au début 90 à peu près. D'accord, aujourd'hui, quelqu'un débarque en Russie, c'est quand même pas aussi facile. Si c'est en parfumerie, ça va pas être aussi facile parce que là encore, c'est très encombré. Non, mais c'est que c'est très encombré, c'est que la personne en question a donc développé ses affaires, donc forcément, il va trouver des interlocuteurs de plus petite taille que ceux qui ont pris le tournant dans les années 90, mais je pense qu'il sera reçu quand même. Mais là, aujourd'hui, l'Inde, la Chine, tout ça pour vous, c'est tarte à la crème, vous y êtes déjà depuis des années ? Oui. L'Inde, par exemple, comment vous avez fait ? Depuis 7-8 ans, on a démarré en Inde. On a démarré avec un distributeur qui s'appelle Baccaros, d'ailleurs je peux donner le nom, qui démarrait lui aussi ses affaires il y a à peu près 7-8 ans. Et à l'époque où l'importation était interdite, donc on ne pouvait envoyer qu'en pièces détachées et conditionnées sur place. Donc c'est ce qu'on a fait depuis 93 ou 14 en Inde et ça a changé il y a 2 ans. Donc maintenant on envoie en produit fini. Et lui a démarré à l'époque où il y avait à peu près 10 magasins en Inde qui pouvaient distribuer sérieusement de la parfumerie sélective. Alors aujourd'hui il y en a plus, c'est en train de monter. Il y en a plus, mais c'est pas spectaculaire. J'étais en novembre, non, mais j'étais en novembre, c'est spectaculaire au niveau de la fréquentation des malls et des centres commerciaux, c'est gigantesque la fréquentation. Alors ils achètent probablement pas encore beaucoup parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat, mais on sent une puissance de feu très importante dans le futur. Alors en Chine, on est bien en avance. Et l'Inde me fait penser à la Chine. L'Inde aujourd'hui, c'est la Chine des années 92 ou 14. C'est facile de faire des affaires en Chine, par exemple ? On en parle beaucoup de gens nous regardent, se posent des questions, on parle de la Chine tous les jours dans l'émission financière ou presque. C'est le genre de questions sur lesquelles je ne suis pas bien placé pour répondre, parce que comme on y est depuis longtemps, moi je vais dire que c'est facile aujourd'hui, mais on a nos implantations, nos bases, nos partenaires, les gens sur le terrain. Il y a des gens qui y sont depuis longtemps, on pense par exemple à des grandes marques, des constructeurs automobiles, des Volkswagen, des General Motors, qui sont quasiment fait évincer de Chine après 20 ans de présence là-bas, donc est-ce que c'est facile quand même quand on y est installé ? Moi, je trouve que c'est pas trop dur. Je trouve que c'est pas trop dur, mais je suis peut-être extrêmement bien loti. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Parce que j'ai un très bon partenaire qui est basé à Hong Kong, qui est chinois, qui a démarré aussi il y a 12-13 ans, donc il y a des positions en department store très sérieuses et très fortes, bien construites, donc tout ça aide beaucoup. Cette double nationalité du groupe vous donne une position un peu d'observation, on va dire un peu optimale par rapport à la taille de votre entreprise, finalement. Oui. Et ça vous amène à quelle conclusion ? On va rentrer directement dans le vif du sujet, la France versus les États-Unis. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir été celui qui est resté en France et de ne pas être parti aux États-Unis ? Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore non, parce qu'en plus, on a des business un peu différents aux États-Unis. En France, on a un business plus large en termes de portefeuille produit aux États-Unis, alors qu'en France, on a un business luxe. Et le business luxe me convient mieux à titre personnel. Donc pour des raisons perso, à la limite, ce qu'on fait en France me
convient tout à fait. Maintenant, ce qu'on fait en France, comme vous l'avez dit, c'est 10% de l'activité. Donc il y a 90% qui est réalisé sur à peu près tous les pays du monde où il y a un réseau de parfumerie. Donc vous voulez dire finalement qu'on peut être en France à condition de paillettes? C'est-à-dire que globalement, parce qu'on voit par exemple les groupes du CAC 40 qui performent, et finalement on s'aperçoit que 85% de leurs profits viennent de l'étranger. Que pour un Total, par exemple, bon, ce qui est normal puisqu'on parle de pétrole, mais même d'autres activités, un L'Oréal que vous connaissez bien, ce type de groupe aujourd'hui. Est-ce que finalement la vraie solution pour entreprendre en France, c'est d'entreprendre à partir de la France pour des raisons de qualité de vie, mais d'avoir une activité qui est en dehors de la France? Pour des raisons de qualité de vie, la France est très bien, mais ce qui est un truc majeur dans les marchés qui s'est passé depuis à peu près une dizaine d'années et qu'on voit tous les jours, il n'y a plus de pays. Moi, je considère que la France, c'est pas un pays, ni plus que l'Allemagne ou l'Angleterre. Il y a un marché qui s'appelle Monde, qui est hyper ouvert. Il se passe un truc à Tokyo, vous avez les répercussions dans les heures qui suivent à New York, à Sydney ou à Londres. Et on peut plus du tout considérer que la France est un marché, de même que chaque pays est un marché. Les marchés sont ouverts. Mais il y a quand même des problématiques spécifiques à chaque pays. On parle de la rigidité, par exemple, de l'emploi en France. Quand vous êtes basé à Paris, vous avez votre siège à Paris, vous avez des équipes à Paris. C'est finalement, est-ce que c'est plus facile d'être à Paris aujourd'hui que d'être aux États-Unis ou d'être ailleurs? Je pense que ça dépend des métiers. Là. La parfumerie est forcément à Paris ou à New York. Elle ne peut pas être ailleurs. Ça n'a aucun sens d'avoir une affaire de parfum à Milan ou à Barcelone ou à Londres. C'est possible, mais ça n'a pas de sens puisque toute la partie importante des marchés, elle se fait à Paris. Le design, l'olfaction. Donc vous voulez dire pour votre métier en particulier, c'est Paris ou New York, il y a que deux bases. Finalement, il y a très peu de métiers pour lesquels Paris est une place incontournable. Bon, il y a un peu l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a le luxe. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Le luxe doit être à Milan, mais même les Italiens disent que le luxe doit être à Paris. Ils disent qu'il n'est pas à Milan. Milan, c'est périphérique. Donc je pense qu'il y a des endroits où on doit être. Je sais pas, en industrie automobile aux États-Unis, on est à Détroit. On n'est pas à Pittsburgh. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette double exposition vous a amené à des conclusions? Est-ce que c'est ça qui vous a permis finalement d'avoir cette démarche internationale dès le début? Parce que dès le début, finalement, vous n'avez pas été franco-français, vous avez été obligé d'être international. Ça a aidé, mais il y a aussi un truc important, c'est que les marchés de parfumerie sont internationaux et que le marché français, il fait un petit 10% de l'activité, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est même plutôt surpondéré. Le marché US doit faire un peu plus du double et il reste quand même 70% de marché en dehors. Et si vous voulez être sur ces marchés-là, qui sont une fois de plus moins difficiles à conquérir quand ils sont loin, je pense que c'est plus facile de rentrer en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite qu'en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Parce que c'est le contraire de ce que tout le monde dit. Parce que les gens ont tous l'impression que la France aujourd'hui, les PME n'exportent pas, on le sait. Les grands groupes exportent et les PME n'exportent pas parce qu'elles sont mortes de trouille d'aller à l'étranger. Vous leur dites, il faut y aller. Il faut y aller, c'est bien plus facile. Il faut y aller, c'est plus facile, c'est en plus rentable. Si on fait nos comptes de résultats par zone, on gagne bien plus d'argent au Moyen-Orient qu'en Europe de l'Ouest. Mais il faut y aller avec des partenaires locaux. Locaux, évidemment. Obligatoirement. Et comment on les choisit? Les pages jaunes, à la limite. Les pages jaunes avec les gens du secteur, et puis vous les voyez, et vous envoyez 5 ou 6, et puis il y en a un avec qui vous sentez qu'il y a un feeling meilleur, et puis on va essayer de démarrer avec lui. Il faut un partenaire local bien implanté et fort, mais après il faut évaluer intelligemment le partenaire local pour savoir que c'est lui ou c'est pas lui. Philippe, on revient quelques secondes à votre aventure humaine. Oui. Comment ça se passe? Vous sortez de l'école, donc vous êtes ESSEC, votre associé... ESSEC aussi. Bon, donc vous êtes connu à l'école, et déjà à l'école vous parliez d'entreprendre. Pour vous, c'était évident que vous alliez sortir en entreprise? Non, c'était pas évident du tout. On parlait d'entreprendre 2 ans avant de sortir de l'école, et on avait commencé à réaliser quelques études de marché dans le cadre de l'ESSEC pour différentes sociétés qui avaient besoin d'études. Donc c'est comme ça par hasard en fait. Oui, par hasard, en se disant on peut gagner un peu d'argent de poche, il y a des études. Donc vous êtes à l'école, vous êtes deux déjà, vous êtes très proches? Oui. C'est votre ami déjà? Oui, c'est mon ami déjà. D'accord. Oui. Et là, vous commencez à faire des études de marché uniquement pour vous faire un peu d'argent de poche, quelque part? Oui, c'est ça. Et puis comme les études, ça marche pas mal, on se dit, on peut peut-être continuer après en sortant et prendre un bureau et continuer nos études. Et puis dans le cadre des études, on trouve quelqu'un qui veut lancer des parfums. Donc on se dit... c'est vraiment ça? Non, vraiment. Vous n'êtes pas en train de nous réécrire la biographie? Non, je réécris rien. On rencontre quelqu'un qui veut lancer des parfums, qui était une boîte du Sentier assez connue à l'époque, un certain Ray Marjorie, on peut citer son nom, parce que c'est un peu grâce à lui, ou à cause de lui qu'on en est là aujourd'hui. Grâce à lui. Grâce à lui, on va dire, parce que ça se passe quand même pas trop mal. Donc, qui voulait créer sa ligne de parfum. Et donc, on démarre une étude parfum. En démarrant l'étude parfum, on s'aperçoit que le métier est intéressant, sympa, qu'il semble y avoir des débouchés à l'étranger. Là encore, de ce que nous racontent les fournisseurs de jus, puisque quand on fait une étude, on va regarder la concurrence, les fournisseurs se présenter et essayer de prendre des informations pour lui expliquer ce qui se passe. Et en lui expliquant ce qui se passe, on se dit c'est vraiment pas mal, on devrait le faire. Et lui nous propose de le faire ensemble. Donc on le fait ensemble. Quand vous dites on le fait ensemble, c'est quoi? Vous démarrez comment? On démarre, il dit je vais mettre à disposition un petit montant d'argent, je ne sais plus ce que c'était, mais de l'ordre de 200 000 à 300 000 francs à l'époque, pour pouvoir créer la première ligne.
et la commercialiser. Et puis manque de peau, Vous il rappelez dépose la son première bilan. ligne, Ouais, c'était très quoi bien. Ça s'appelait Ray Marjorie avec 4 jus et lui dépose son bilan un petit peu après. Ouais. Et Donc on ça, se dit c'est- après son dépôt de bilan, bon bah écoute, chacun va avancer de son côté. ça, c'est Et quelques mois après la sortie de l'école. ça doit être 1 an et demi après la sortie de l'école. C'est une claque, ça, ou pas? Pas trop, parce que lui est sympa et nous dit, bon, de toute façon, même si j'ai déposé mon bilan, je vais m'arranger avec le syndic pour vous faire passer les factures qui sont les factures d'achat de composants et d'achat de parfums qu'on a réalisées. Je vais les faire passer sur 6 mois et il le fait, donc il paye les 300 000 francs qui Ouais, donc étaient vous vous en prévus. sortez plutôt pas mal. On s'en sort plutôt bien, il y a un lot de parfums et puis quand les produits sont prêts, évidemment, on s'aperçoit que c'était absolument pas ça qu'il fallait faire et qu'on a tout faux. Donc on se dit, bon allez, on redémarre avec d'autres produits. Et là, vous dites on redémarre. Vous dites pas on laisse tomber, on Non, va on chercher redémarre avec d'autres produits. Non, puisqu'on commençait à avoir compris ce qui se passait. On D'accord. paye pour ses À erreurs. aucun de toute façon. moment vous vous êtes dit on rentre dans un gros groupe. Est-ce que vous considérez que ça c'est quelque chose là pour les gens qui nous écoutent? Non, peut-être la première année où on était hésitant sur des études en se disant je sais pas si on va. Vous avez pensé à quoi par exemple? Parce que c'est toujours amusant de se dire à quel secteur, parce que c'est pas du tout le secteur dans lequel vous êtes. Vous avez dû penser à rentrer peut-être dans. Ah non, j'ai jamais pensé jusque-là. Ah, d'accord. J'ai pensé en me disant juste que si les affaires marchaient pas, on va se donner 2 ans, 2 ans et demi, et puis si dans 2 ans ça va pas, on voit d'autres choses. Mais on a eu la chance que ça commence à aller bien à partir de 3 ans. Et à partir de 5 ans, il commençait à y avoir un embryon d'activité avec peut-être 50 millions de francs de chiffre d'affaires à l'époque entre la France et les US. Gigantesque. Ce qui allait. Pour un démarrage, vous avez quel âge à l'époque? 50 millions de francs, vous avez quel âge? J'avais 28, 29 ans par là. Pas mal. Donc là, vous êtes dans une démarche entrepreneuriale. Est-ce que dans cette démarche entrepreneuriale, la clé finalement, c'était cette complémentarité, cette aventure à deux? Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il faut entreprendre seul ou à deux? Parce qu'il y a... Là, je pense qu'il faut faire un peu les deux. Ça veut dire qu'il faut être à deux, mais il faut aussi pouvoir se réserver des plages seules. Parce que d'être à deux vous tout le parlez temps. du mariage là. Ouais, pas un peu. Non, mais un peu. Sauf que c'est pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes registres, mais ça marche de la même façon. Il faut être à deux beaucoup, mais pas l'être trop non plus, et savoir être seul. Et je pense que le fait qu'on ait cette amitié et cette relation de business qui est vraiment longue, puisque ça fait 25 ans. Et vous êtes toujours amis? Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Et on parce s'appelle qu'on a tous les jours ou tous les 2 jours, et on se voit toutes les 2 semaines. Et on s'appelle et on se parle tous les jours ou tous les 2 jours. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que c'est une Et relation. vous vous voyez en dehors Et du on se travail? voit en dehors du travail, 3 jours en vacances par-ci, D'accord. une soirée par-là, et une soirée où était 3 jours en vacances. D'ailleurs, on n'aborde pas la question du travail. Vous arrivez? Oui, complètement. Vous y arrivez? Oui, ça casse les pieds aux deux. Attends, on va pas parler des parfums. On est 3 jours ensemble, là, on parle pas de parfums. Et est-ce que vous allez... Mais non, mais l'intérêt, je pense que ce qui s'est bien passé, c'est que chacun a pu avoir son territoire et mettre en place les trucs qu'il avait envie de mettre en place, y arriver sans que l'autre interfère trop, dans les deux sens, hein, je parle, et le fait qu'il y ait une certaine liberté, qui n'est pas à 100%, mais une certaine liberté importante, fait que l'entente est facile. Et puis en général, celui qui ne veut pas faire gagne. On a toujours respecté la décision de celui qui ne voulait pas. Alors, est-ce que vous êtes d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce que être entrepreneur, c'est génétique? Ben en fait, non, je ne suis pas du tout. Je suis d'une famille, mon père a travaillé chez IBM et au Club Méditerranée de nombreuses années. Donc un homme de grosse structure? Voilà, un homme de grosse structure. Surtout pour IBM. Et dans la famille, les gens sont plutôt médecins, dentistes et dans des professions médicales. Donc vous êtes le rebelle de la famille? Un petit peu. Et qu'est-ce qui fait qu'on devienne entrepreneur, d'après vous, quand vous regardez Moi, un peu en arrière? Ce que je dis souvent, c'est que c'est le hasard, mais les gens qui me connaissent disent pas du tout. C'est pas le hasard, et dans ce que tu me racontes et dans la personnalité que tu es, tu corresponds bien. Alors, qu'est-ce qui fait que dans votre personnalité, on peut considérer que vous avez un profil d'entrepreneur? Parce que c'est sur ça qu'on essaye de mettre le doigt. Moi, je pense qu'il y a... Je redis ce qu'on m'a dit souvent, parce que moi, je me rends pas compte et je vois pas des profils vraiment d'entrepreneurs ou des profils pas entrepreneurs. Je pense que c'est des questions de volonté. C'est un peu comme la vie en général. C'est des questions de volonté. Puis à partir du moment où il y a la volonté, on y arrive. On y arrive dans beaucoup de cas. C'est jamais 100%, mais dans beaucoup de cas, on y arrive. Donc moi, je pense qu'il y a une volonté au départ de ne pas rentrer dans le monde de l'entreprise et d'être entrepreneur soi-même. Et il y a surtout un souci de liberté. Moi, j'aime bien la liberté. C'est ça qu'on dit de vous. Enfin, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit souvent de moi. On dit il est très volontaire. Le fait de ne pas avoir de patron. Non, il est très volontaire. Et il est très quand il a envie d'un truc, vraiment, il se débrouille pour que ça marche. Ça, on me le dit souvent de moi, alors que j'ai pas l'impression en plus. Mais enfin bon, si les autres le disent, je vais leur faire confiance. Et on me dit souvent que je suis très libre et que j'aime bien la réflexion libre. Donc libre, ça veut dire qu'on fait ses choix et qu'on avance en fonction des choix qu'on fait, sans être obligé par l'environnement. Et ça aussi, on me l'a dit beaucoup. Donc je pense que ça doit correspondre. Vous êtes libre, mais pas tout à fait, parce que vous avez un associé. Donc c'est une forme de liberté. Et puis vous êtes libre, mais finalement aujourd'hui, vous avez un associé qui est un gros associé, c'est la bourse. Mais alors ça, je trouve que c'est facile à gérer. Alors racontez-nous. Ça aussi, on me le demande. Est-ce que la bourse n'est pas trop
compliqué? Est-ce que le fait d'avoir les investisseurs et un reporting au marché? Non, je pense que c'est pas compliqué. Ça revient un petit peu à la question du début, le fait de communiquer vrai et le fait de raconter les choses telles qu'elles sont, voire de communiquer par plancher en étant un peu moins optimiste. Donc finalement, vous dites la réalité, voire un peu moins que la réalité. Donc du coup, vous n'êtes pas en permanence en décalage en train de vous dire qu'est-ce que je vais raconter à celui-là finalement. Si on pense qu'on va faire 100, on va parler de 90, 95 et on va les laisser dire 100 s'ils ont envie, mais on va se mettre sur des planchers tout le temps et on va communiquer au plus bas. Et à ce moment, les surprises sont toujours là. Il n'y a pas eu un seul profit warning de la société en 10 ans. Oui, c'est ça qui fait finalement. Non, mais c'est ça qui fait qu'on est aimé aussi, parce qu'ils savent que si on dit 90, c'est qu'on est vraiment fort sur les 90. Alors le jour où on dira 90, qu'on fera 86, là, on va prendre une grande claque. Donc, dans les moments, dans la vie des entrepreneurs, ce que vous racontez, c'est quand même des épisodes qui sont des épisodes formidables. Hein. Est-ce qu'il y a des moments durs? Bien évidemment, oui. Et vous avez des souvenirs un peu douloureux? C'est quoi les moments? Il y a des moments où on doute, il y a des moments où on dit il faut jeter l'éponge, on a fait une erreur. Non, on peut avoir fait des erreurs sur des marques. Je pense à la marque Céline, par exemple, qu'on va arrêter. On n'a pas trouvé les clés créatives, on n'est pas arrivé à créer les produits qu'il fallait pour la marque, ou la marque nous a pas permis. Enfin, là, on peut rester des heures sur l'analyse. Mais bref, Céline, on va l'arrêter prochainement. Oui, il faut savoir changer et rebondir en permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aussi se remettre en question. Il ne faut pas se remettre en question. Et vous vous êtes remis à certains moments avec Jean Madar, votre associé. Il y a des moments où vous êtes retrouvés, je ne sais pas, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en train de vous dire, on traverse une passe difficile, qu'est-ce qu'on fait? Jamais? Ça arrive, mais ce qui se passe aussi, mais je crois que c'est la vie qui est comme ça, parce que là, si on est un peu plus large, moi j'ai l'impression que les passes difficiles, c'est tous les jours 1 heure, et les passes très sympas, c'est aussi tous les jours 1 heure. Donc en fait... Et le reste du temps, alors? Et le reste du temps, c'est des passes entre deux. On va croire, faut arrêter de parler de passes. Ça va être... Si quelqu'un prend l'émission en cours, il va pas comprendre. En plus, vous parliez des plus vieux métiers du monde, il va penser qu'on est proxénète. Mais mais la vie est comme ça et les journées sont comme ça. Et donc les mois sont aussi comme ça avec des moments très forts. Mais vous n'avez pas un souvenir fort d'un moment de doute absolu structurel sur on n'aurait jamais dû entreprendre, on serait plus peinard aujourd'hui. Imaginez si on était chez L'Oréal, on aurait remplacé Owen Jones aujourd'hui. Mais non, d'abord, ça aurait été beaucoup plus dur de remplacer Owen Jones que de créer Interparfums. Donc je pense que c'est plus safe de mon côté et c'est plus facile. Et j'ai pas de doute sur le métier même. Mais j'ai des doutes, par exemple, j'ai un doute qui me revient de manière latente tout le temps. Notre portefeuille de marque est en licence. C'est l'heure par jour. Un quart d'heure? Oui, un quart d'heure. On a un portefeuille de marques qui est en licence, ça veut dire que toutes nos marques ne nous appartiennent pas, qu'on verse des royalties et que donc on a des gens qui doivent valider l'ensemble des décisions et qui font qu'aussi la société n'a pas une pérennité plus longue que 10-15 ans selon les durées des contrats de licence. Et je me dis tout le temps, on n'est jamais arrivé à avoir ces marques en propre, qu'elles appartiennent à la société et faire en sorte que la pérennité soit totale pour 100 ans. Comme c'est le cas de LVMH par exemple, qui n'a que des marques en propre. Donc nous, on n'a que des marques en licence. Et je me dis tout le temps, si à la fin en arrêtant de travailler un jour, je me dis quelle est l'erreur majeure, ou ce que je n'ai pas pu faire, parce que c'est pas une erreur, c'est très conscient. Mais pourquoi vous le faites pas aujourd'hui? Mais parce que je peux pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on parle de centaines de millions d'euros d'investissement pour l'achat des marques, plus le fait que ça rentre dans d'autres activités. Non mais aujourd'hui, pourquoi vous créez pas une marque? C'est pas possible aujourd'hui de créer une marque? C'est impossible? C'est fini ça? C'est des centaines de millions d'euros de dépenses. Personne ne crée de marque, il n'y a pas de marque qui a été créée récemment. Et comme c'est mondialisé. Non, mais créer des petites choses qui sont ponctuelles sur le marché français, mais créer des marques de parfums qui soient internationales ou des marques de luxe qui soient internationales, qui justifient une démarche parfum, qui justifient une démarche licence derrière avec des lunettes, des montres et de la couture, c'est quasi impossible. Philippe, malheureusement, on va doucement vers la fin de l'émission, je le regrette parce qu'on pourrait parler des heures. Est-ce que vous pourriez nous dire, on va dire plutôt aux gens qui nous regardent finalement, si vous aviez des conseils à donner, 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui est en ce moment à l'ESSEC, à Subdeco, HEC ou ailleurs, puisque vous disiez... D'abord, les études, oui, non? Non, oui, évidemment. Oui, absolument oui, parce que même si elles ne servent pas au moment de l'entreprise, elles vont servir 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Oui, absolument. Oui, absolument. Okay. Absolument. De toute façon, ça ne peut pas être mal. C'est votre premier conseil? Oui, il faut en faire les plus hautes possibles et commencer à être volontaire sur ses études pour être déjà le premier. Ça permettra de plus facilement d'être premier après. Enfin, même si non, j'étais pas premier du tout. J'ai même eu des études un peu pénibles, mais je m'en suis bien sorti quand même avec l'ESSEC. Mais non, absolument oui. Donc études, déjà, premier conseil. Deuxième conseil? Deuxième conseil, si vous créez et que vous démarrez la création, moi je pense que les premières choses dont il faut s'occuper, c'est les ventes.
Parce que tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de société, il n'y a pas de... Je vois des entrepreneurs souvent qui me parlent de plein de trucs, et j'ai l'impression qu'ils oublient les ventes, alors que les ventes, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent qui va rentrer. L'argent qui rentre, c'est le développement, c'est les paiements de ce qu'on doit, et c'est les profits. Donc il faut absolument gérer ses ventes et ses profits. C'est-à-dire trouver les bons commerciaux, parce que finalement, c'est pas ça qui est le plus dur à trouver. Trouver les bons commerciaux ou trouver les bons partenaires étrangers qui vont permettre de générer des commandes. Donc pensez aux ventes finalement, parce que pas la peine quand de on faire... est petit, il n'y a pas de stratégie en fait. Les stratégies, c'est vrai, à 200, 300, 500 millions, 1 milliard d'euros, il y a des stratégies. Mais quand on fait 5 ou 10 millions d'euros, il n'y a pas de stratégie. Il faut se dire les 10, il faut qu'ils passent à 15. Et pour qu'ils passent à 15, il faut que je trouve quelques partenaires locaux en plus pour augmenter. Troisième conseil, Philippe, pour entreprendre, il y en a un Troisième autre conseil... il faut entreprendre en France déjà, par exemple. Oui, pourquoi pas. D'accord. Vous n'êtes pas dans la déclinologie non, mais je pense qu'il n'y a plus de marché. Les pays ne veulent plus rien dire, vraiment. Hein. On le voit tous les jours, tout le temps. Ça ne veut plus rien dire d'être entrepreneur à Paris ou à Londres. Par exemple, la France, c'est un pays compliqué, non? Vous dites à partir du moment où on a une idée, il faut réfléchir monde. En tout cas, ce que vous dites, c'est même si vous restez en France... Si après on va vendre la main-d'œuvre, ce que la main-d'œuvre a pu générer, on peut tout à fait le vendre vers l'étranger, tout en ayant produit en France. Nous, on produit en France à pratiquement 100%. Tout le conditionnement de nos produits est en France et une grande partie des composants est européen. Je ne veux pas dire français, mais européen. Donc on est dans le même régime et même système. Ça se passe bien. D'accord. Donc, même en France, mais réfléchir mondial, ce qu'on entend dire depuis le début un peu de cette interview, finalement, votre terrain d'attaque, c'est le monde entier. Hein. Oui, mais parce que c'est comme ça pour tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est impossible aujourd'hui d'être local. Impossible. Enfin, il suffit de voir le net, les mails, la communication et l'entourage, l'environnement économique fait qu'on ne peut plus être local. Philippe Benassin, donc vous êtes président du groupe Interparfums, une success story, vous acceptez le terme? Si vous voulez. D'accord, un chouchou de la bourse et un garçon fort sympathique. Merci. Merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on vous recevra dans nos émissions financières pour parler là d'Interparfums et de chiffres. C'est moins drôle, mais bon, c'est bien aussi. C'est aussi intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Et on se retrouve bientôt pour une autre émission d'Entrepreneurs sur TFJ. Merci.